Donc, pour la restitution de ce 11e CES, nous avons choisi de faire deux interférences qui ont eu lieu. Et voici en quelques vidéos et quelques articles une restitution assez générale. Donc, nous sommes un réseau de veille innovation qui fédère une cinquantaine de veilleurs et nous avons en commun un référentiel qui permet de décoder vite, qui est symbolisé avec cette image, et nous allons utiliser ce référentiel entre nous ambassadeurs pour voir les inflexions, les vitesses de changement qu'on a pu constater à l'occasion de ce CES début janvier. Depuis 12 ans que InnoCherche existe, nous faisons beaucoup de notre veille par des voyages de veille sur ces 7 destinations. Donc on a fait plus de 45 voyages, bon, qui bien sûr se sont arrêtés avec la pandémie. Et nous avons beaucoup travaillé depuis avec 7 think tanks que vous voyez ici, avec chacun un responsable de think tank. Et puis, de temps en temps, nous montons des working groups. Pour ce CES 2021, on s'est donc partagé entre 11 veilleurs qui connaissent bien notre référentiel, les 170 conférences, et on les a à peu près toutes couvertes, pour ramener un peu des changements, des inflexions dans notre référentiel. Et on avait aussi la rivière propre de XeoPoint, notre partenaire, avec 650 articles, sans doublons, ce qui est très appréciable, qui nous a permis d'avoir une vision assez claire des trends de ce CES 2021. Donc voici les grandes tendances en matière d'usage que l'on peut lire à travers de ces conférences au CES. Et donc, nous allons vous restituer en une demi-heure, finalement, les deux grands messages de ce CES post-Covid. Donc, c'est, oui, la tech a sauvé la mise à toute l'économie. Grâce à nous, vous avez pu continuer à manger, à travailler, etc. Et le deuxième message, c'est que 2 mois de confinement, ça fait plus que 5 ans de change management. Donc ça, c'est des choses qu'on a bien vues et on va illustrer avec différents témoignages. Alors, c'est sûr qu'avec cette pandémie mondiale, on touche une nouvelle forme de crise. Donc c'est plus une crise en V ou en W, c'est en K. On le comprend bien. Donc il y a la première barre verticale du K, tout le monde s'arrête pendant 2-3 mois. Et puis ensuite, il y a ceux qui étaient absolument préparés, qui font du moins 30%. Et puis ceux qui étaient bien préparés, un petit peu préparés, qui booment. Donc on a vu tous les acteurs du digital. Et puis là, on va avoir d'autres témoignages sur cette année 2020. Donc le témoignage de Dick's Sporting Goods, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le décathlon américain. Voilà, 9 milliards de chiffre d'affaires, 850 magasins, et qui nous raconte qu'après 2 mois d'arrêt en mars-avril, finalement, ils se sont retroussés les manches, disent qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont mis leur stock à disposition de tout le monde et ils ont dit venez chercher le produit curbside où on vous livre, etc. Et puis ça a commencé à bien marcher à partir du mois de mai-juin où les gens se sont dit bah, tiens, faut que je prenne soin de ma santé. Ils ont fait de la belle promotion avec des tas d'athlètes qui avaient rien d'autre à faire que de faire de la pub pour Dick's Sporting Goods. Et voilà, et ils finissent l'année à plus 20%, et donc à plus 90% sur tout le e-business. Donc pour elle, la présidente CEO de Dick, elle disait que ça avait tranché un débat que les analystes n'arrêtaient pas de lui poser, à savoir et pourquoi tu gardes autant de magasins, brick and mortar, est-ce que tu as besoin d'autant de magasins? Et finalement, elle a montré que même en période de pandémie, 70% des marchandises passent par ces magasins qui viennent vraiment des hubs de l'écosystème pour repartir ensuite chez le client. Donc finalement, ça devient un point central de l'écosystème. Alors, faut pas se tromper non plus et regarder trop l'expérience américaine en matière de e-business, parce que depuis qu'on va à Shenzhen, on a bien compris que en matière de marketing, c'est Go East My Son et non pas Go West. Donc faut aller voir en Chine, donc vous avez vu
le trend de très fort sur le live streaming shopping. Voilà, vous avez cette petite dame qui, elle, toute seule, représente 35 millions de dollars de vente. Et donc ce phénomène qui nous faisait sourire il y a 2-3 ans, maintenant a atteint, vous voyez, un trillion de yuan. Donc ça fait 150 milliards de dollars. Donc ça commence à être sacrément significatif. Et alors, donc c'est bien la présentation buying versus shopping, donc l'ancien monde, le nouveau monde. Eh oui, nous, dans l'ancien monde, on a nos legacy, Visa pour le paiement, Amazon pour tout ce qui est livraison supply chain, Facebook, Google, YouTube, Walmart, Snapchat. Alors que les Chinois, eh ben, ils ont le mérite du leapfrogging. Ils n'avaient pas tout ça, donc ils ont tout mis dans une expérience utilisateur unique. C'est WeChat, Seamless, on vous en a déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est 3 activités, le live streaming, social network, short vidéo. Et ça, donc, c'est le jour et la nuit en termes d'expérience client, en termes de shopping. Voilà, je m'amuse. Alors, on a vu les bagarres avec Trump, l'interdiction de TikTok, WeChat, etc. Et en conséquence, les Américains qui en profitent pour rattraper leur retard. Mais encore une fois, on part du legacy et c'est pas la même chose. Donc, Facebook avec WhatsApp, ils vont faire du merchandising. Walmart essaye de reprendre des parts dans TikTok pour faire tout ce qui est événementiel, etc. Et Snapchat envisage ou fait déjà des modèles dans lesquels vous essayez les habits en virtuel, vous faites des belles photos de vous, etc. Et vous demandez à vos copains ce qu'il en est. Donc voilà, les chiffres sont là. Donc les Internet users aux États-Unis, en Chine, on est à 900 millions contre 300 millions aux États-Unis. Mobile share of e-commerce, vous voyez, 90% se fait sur le mobile, alors que aux États-Unis c'est encore minoritaire, c'est 40 et quelques pourcents, et le reste se fait sur l'ordinateur. Et puis c'est beaucoup plus concentré aux États-Unis, c'est sûr que entre Alibaba, Tencent, vous avez déjà une bonne partie du marché, alors qu'aux USA, vous avez vu que Amazon est tombé en dessous des 30%, et puis donc c'est moins concentré. Donc une très grande différence et un modèle à aller plutôt chercher dans le modèle chinois. Et d'ailleurs, on voit que les Indiens prennent ce modèle, certains Africains aussi. Voilà, leapfrogging. Alors, le CES, si on ne parle pas gadget, on dira que c'est plus le CES, mais gadget et nouveau défi cyber, donc c'est l'antidote du gadget, si j'ose dire, ou l'effet gueule de bois. On aime bien le CES, on y va depuis 10 ans parce que c'est le salon le plus transverse. Le électronique touche tous les pans de notre vie, et donc nous, comme nous avons une veille transverse sur les usages, vous voyez, nous avons identifié ces 12 besoins fondamentaux, et au CES, petit à petit, on voit le digital, l'électronique envahir ces 12 besoins, et donc pour nous, très important de discerner les transpositions futures et à venir. Donc très tôt, après la première période de confinement, on a regardé finalement ces nouveaux mégatrends. D'abord, 4 mégatrends sociétaux. Le premier, le plus important, c'est la détox. Vous savez, pour se désintoxiquer, il faut 40 jours. Ben là, on a eu facilement 2 mois avec des rallonges. Et on a pu réfléchir à quel point la mobilité avait impacté nos vies. Et si on apprend à vivre sans mobilité, finalement, on apprend à vivre autrement et on y arrive. Deuxième trend, c'est la résilience versus le profit. Donc tout le monde dit c'est évident, mais rappelez-vous, il y a un an, tout le monde dans toutes les entreprises travaillait à optimiser la dernière décimale avec une supply chain de plus en plus compliquée et une supply chain donc qui n'était pas robuste. Troisième méga trend, eh ben, malheureusement des crises, on va en avoir qui vont succéder. Et donc il faut arriver à les préparer en travaillant sur des scénarios très contrastés, avec sur chaque scénario un plan d'action, menace, opportunité sur lequel on travaille. Et puis, méga trend, qu'est-ce que c'est qu'un confinement? Ben, c'est un diktat liberticide, donc on n'a pas eu le choix, on ne nous a pas proposé contract cracking au confinement, mais non, c'est confinement parce que on n'a pas la structure pour faire autre chose. Et puis aussi 4 méga trends au niveau du télétravail.
Donc, premier qui s'est avéré très vrai, c'est que le télétravail va entraîner une crise en matière de cybermenaces. Les attaques ont augmenté de 70% l'année dernière. Ensuite, même si on arrive à remplir des tâches, il nous manque ces fameux liens sociaux et il faut arriver à trouver des choses qui viennent compenser. Il est très important en sortie de confinement de chercher ce qui manque dans l'équilibre des personnes. Ensuite, le troisième, décidé par les valeurs, bien sûr, les gens étaient plus autonomes, donc il a fallu mettre en place ces pratiques de subsidiarité. Et puis des nouvelles motivations, toujours en restant sur les quatre fondamentaux, le sens, la compétence, l'autonomie et le pas sentiment d'injustice. On ressort après ce confinement avec des nouvelles attentes et qu'il faut arriver à bien analyser. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et là on l'a bien expliqué pendant ces 3 jours, c'est que le CES, c'est le Consumer Electronic Show, où la Consumer Electronic Association, finalement, fait son show pour présenter tous ces merveilleux produits à l'Amérique mainstream. Alors que le SXSW, où on va aussi au mois de mars, c'est les bobos plutôt californiens qui vous parlent de changement climatique, qui vous parlent de responsabilité sociale, etc. Donc c'est pas du tout la même chose. Et donc au CES, on n'a pas du tout entendu parler de réchauffement climatique ou à peine de réseaux sociaux, etc. Donc le CES, meilleure illustration pour cette année, c'est à gauche le Wall Street Journal qui présente cette photo où on voit le fameux centre des congrès où il y avait toutes les startups et les grands groupes transformés en centre de vaccination. Et donc la Consumer Electronic Association qui a fait son premier saut digital avec 180 keynotes et sessions et finalement des pitchs de start-up mais qui étaient organisés par ailleurs auxquels on n'a pas été, on est resté sur l'aspect keynote. Donc un trend un peu triste, mais c'est comme ça, c'est les animaux de compagnie électronique, voilà, avec des tas d'intelligence artificielle, alors qu'ils sont certainement très utiles pour les personnes âgées, etc. Pour les jeunes personnes, c'est un peu triste, vaut mieux caresser autre chose qu'un chat électronique. Alors aussi, voilà, crise oblige, des super masques high-tech avec des ventilateurs qui filtrent les microbes, une partie transparente qui permet de voir votre bouche, etc. Bon, j'espère qu'on va pas avoir tous besoin de ça dans le futur. Et de façon plus claire, parce qu'on voit les changements tous les 10 ans, donc vous vous rappelez les Google Glass et la réalité virtuelle, et maintenant le form factor, bah, c'est beaucoup plus anodin, ça passe mieux dans le paysage, soit sous forme de lunettes de glacier, soit lunettes soleil, mais surtout dans une application très réalité augmentée ou réalité virtuelle. Alors, les gadgets, les robots, là on commence à trouver que ça peut être pas mal, le robot qui va lui-même prendre dans l'évier pour mettre dans la machine. Je sais pas s'il ramasse le linge par terre et pour le mettre dans la machine à laver et ensuite le plier pour le remettre dans l'armoire. Il faudra peut-être attendre quelques années, mais on se dit, là, pourquoi pas, et peut-être dans 3 ans, si ce robot de mes rêves existe, là, je vais peut-être craquer, mais j'espère que je ne devrais pas être un geek pour que ça marche. Alors, le thème la tech a sauvé le monde, la tech a continué à travailler malgré l'absence au bureau grâce au télétravail. Ce qui nous amenait à poser cette question finalement, le bureau, ça sert à quoi et pourquoi ça a été inventé il y a 150 ans, 200 ans au début de l'ère industrielle. Mais voilà, il fallait faire des contrôles de tâches, il fallait faire de la formation, des discussions, il fallait améliorer les process, il fallait faire du classement, et puis petit à petit, c'était devenu un deuxième lieu de vie avec le bureau du patron très bien situé et qui était un havre de paix et dans lequel on toquait avant de rentrer. Et puis avec la technologie, petit à petit, des choses pouvaient se faire en dehors du bureau. En 1930, généralisation du téléphone, donc on peut discuter en dehors du bureau. Et puis fin du dernier siècle,
avec l'informatique, l'internet, les téléphones portables, les smartphones, finalement on peut pratiquement tout faire. Les process, le classement, la formation, éventuellement le contrôle des tâches, puisqu'on peut avoir des mouchards dans tous les ordinateurs et voir vraiment ce qui se passe. Et puis tout d'un coup, donc, on se rend compte que le bureau n'est pas indispensable, ça arrive à marcher sans qu'on aille au bureau, et donc le bureau est devenu optionnel, et certaines entreprises vont très vite là-dedans. Alors pourquoi le bureau était devenu en quelque sorte obsolète? C'est parce qu'il y avait tous les éléments négatifs. Métro, boulot, dodo, le deuxième lieu de vie, et puis on avait quand même cette réunionite qui devenait inquiétante, tant et si bien que dès la fin des années 90, vous vous souvenez, on a fait des séminaires ouverts parce que dans les bureaux, on pouvait rien faire. Donc voilà, l'enfer de l'open space, très bruyant, soi-disant efficace pour la collaboration. Et puis post-Covid, on dit aux gens de venir avec leur masque. Donc là, vraiment, à quoi ça sert de venir au bureau avec un masque, avec mes oreillettes pour m'isoler de tout le monde? Autant rester chez moi, je suis plus calme. Donc voilà, une petite bureau fatigue. Alors sur un ton plus léger, cette bureau fatigue, le CES au niveau technologique, se doit de proposer quelque chose. Donc voici à droite le bureau idéal, complètement isolé des autres, avec son écran 360. Voilà, donc est-ce que c'est un rêve ou un cauchemar? On verra. Alors venons dans le domaine vraiment professionnel avec l'aptique qu'on avait vu l'année dernière, donc ces espèces de gants dans un monde de réalité virtuelle qui vous renvoie des chocs, des messages. Et donc ça, c'était l'année dernière, en 2020 au CES. Et donc notre collègue de Cameo est là à être dans un espace et vous avez vu, paf, il s'est pris une décharge électrique qui lui a fait comprendre qu'il avait mis la main où il fallait pas. Donc voilà. Et la nouveauté de cette année, c'est que ces gants de haptique, en plus, ils font un retour de force, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de vous faire vibrer la main, etc. Donc tout ça pour vous montrer que ça avance et on va faire des choses de plus en plus sophistiquées en termes de formation. Mais ce qui compte, c'est vraiment la robotisation. Donc là, les entreprises ont compris que fallait y aller, fallait pas mettre ses employés à risque avec le Covid. Donc on a mis beaucoup de cobots, de robots, tout ça c'était prêt. Et voilà les chiffres impressionnants. Donc les robots industriels ont été multipliés par 2 en l'espace de 5 ans, entre 2015 et 2020. C'est une source robot globale. Et donc, d'après cette même source, le marché passerait de 45 milliards de chiffre d'affaires à 73 milliards en 2025. Donc là, vous avez un sacré déclic. Donc la technologie était là, le déclic arrive. Donc, malheureusement, avec tous ces robots, arrivent des soucis en matière de cybersécurité. Et là, c'est intéressant le passage du B2B en B2C. Donc le B2B avait commencé à comprendre ça et on avait élaboré les 6 messages forts en matière de cybersécurité avec le think tank. Bon, il y a toujours eu des escrocs de tous les temps. Nous sommes en cyberguerre vers une menace physique et pas uniquement monétaire ou digitale. Donc, il faut faire de la cybergym. Et puis là, il y a 2 principes qui deviennent très forts, malheureusement pour monsieur tout le monde qui a équipé sa maison. C'est soit tu joues en première ligue, soit tu joues pas. Donc, soit tu es un geek, super geek, et tu es capable de maintenir tout ça avec les patchs qui vont bien, ou sinon tu vas pas. Et puis, votre cyberespace est un territoire à défendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans tout ce qui est maison connectée? Eh ben voilà, il faut chercher le maillon faible. Donc, le maillon faible dans ta maison, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est la vieille Web TV que tu as achetée il y a 5 ans et que le fournisseur ne te donne plus de patch, mais t'as laissé dans la chambre d'autogamin au 2e étage, et donc qui est une porte d'accès très facile dans ta maison, voilà, ou bien est-ce que c'est la caméra doorknob, etc. Donc on découvre que en matière de cyberdéfense, la maison
est un énorme chantier. Et là-dessus, il n'y a pas photo, faut trouver un tiers de confiance. Alors, il y a les GAFAM, bien sûr. Il y a notamment Apple, donc vous avez suivi, va faire son accord avec Hyundai, c'est pas encore tout à fait confirmé, mais voilà, donc je suis ton tiers de confiance sur ton smartphone. La voiture, et Renault le reconnaît aussi maintenant, n'est qu'un smartphone avec 4 roues, donc c'est la même chose. Puis il y a Sony aussi qui arrive sur la voiture autonome discrètement avec la technologie Mobileye, mais Sony, avec ses consoles de jeux, a une position importante chez les jeunes et peut être tout à fait un tiers de confiance en matière de cybersécurité, surtout qu'ils en ont bien souffert. Donc voilà, le principe, soit tu joues en première ligue, soit tu joues pas. Eh bien, faudra qu'on choisisse le tiers de confiance si on veut vraiment s'équiper des maisons très très connectées.